Jean-Michel Cucalon est juste arrivé. On va lancer le petit interview de Dominique Bossuge pour introduire le sujet sur le diagnostic structure. Merci Dominique pour cette interview. Bonjour. Bonjour Luc. Experte donc des experts Vauban et présidente de l'Institut international de l'expertise. En quelques mots quand même, Dominique, donc l'Institut de l'expertise, en gros, d'où ça vient et quelle est sa fonction? Alors, j'ai créé l'Institut international des experts il y a un peu plus de 20 ans, puisque je suis expert en pathologie des bâtis, expert international, et on est appelé de plus en plus sur des expertises et surtout sur des risques d'effondrement urbain. Et étant seule à parcourir la France, j'ai décidé de créer le réseau des experts Vauban. L'actualité va nous amener, donc tout de suite je vais afficher, voilà, donc on était en train de discuter du cas de Lille, hein, donc l'effondrement qui a, alors l'effondrement, je vais préciser, moi je parle d'écroulement pour l'instant, en attendant de savoir si les fondations sont soumises, je parle plutôt d'écroulement. Donc de ces deux immeubles anciennement rue de Paris, nous on l'appelle encore rue de Paris, c'est rue Pierre-Mauroy maintenant, rebaptisé rue Pierre-Mauroy. On peut parler que d'écroulement pour le moment, puisque je ne sais pas si des études de sol ont été faites pour voir la stabilité des fondations. On ne sait pas si c'est un effondrement, hein, on va pas parler d'écroulement. Sur la photo, alors les constructions de l'île, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est construit avec deux murs, hein, chaque immeuble à ses murs, donc c'était comblé à l'époque avec tout ce qu'ils avaient sous la main, hein, des gravats ou autres. Et les poutres de plancher étaient ancrées dans ces murs. Est-ce qu'il y a eu une fragilité à ce niveau? On ne sait pas encore. Je pense que c'est l'expertise judiciaire qui va déterminer s'il y a eu un souci de stabilité au niveau des planchers, ou s'il y a eu un mouvement de terrain, ou si la vétusté est rentrée en compte. Voilà, on en saura un peu plus, je pense, rapidement. Là, aujourd'hui, la question que vous posez depuis quelques temps, je pense que 15 ans maintenant, votre première lettre date de 15 ans, vous interpellez au plus haut niveau des pouvoirs, que ce soit le président de la République, les ministres ou les élus, sur la nécessité de prendre le taureau par les cornes et d'imposer dans certains cas, la réglementation ne le fait pas, d'imposer dans certains cas un diagnostic structure. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce fameux diagnostic structure? Alors oui, on sait qu'actuellement, à chaque fois qu'on vend un bien immobilier ou alors qu'on le loue, on a tous les diagnostics utiles comme thermite, amiante, plomb, ce qu'on connaît, mais le diagnostic structure n'est toujours pas mis en place. En sachant que nos centres-villes sont vétustes, enfin les bâtiments sont anciens, hein, ils datent du 16e, 17e, 18e, donc bâtiments anciens qui sont vétustes puisqu'on a quelques soucis d'argent, hein. Les copropriétés sont souvent désargentées, donc les syndics de copropriété ont du mal à faire voter les travaux. On a des propriétaires d'appartements qui ne se rendent pas compte que quand ils font ils sous-estiment en fait les travaux qu'ils réalisent à l'intérieur sur le bâti ancien, puisque quand nos anciens construisaient, tout était lié, que ce soit les planchers, les murs, et donc ils sous-estiment les travaux, ils ne font pas d'études proprement dite, ni d'études de sol d'ailleurs. Une mission G5 serait utile, mais ils ne connaissent pas ça. Donc, ils s'aventurent à démolir des cloisons ou à toucher des murs porteurs, hein, ce qui crée des instabilités à l'ouvrage et des fragilités. Donc, ce qui serait utile, je pense qu'il n'y a aucune réglementation et rien n'a été légiféré sur ces bâtiments anciens, mais je pense qu'il faudrait qu'à chaque fois qu'un bâtiment ancien de centre-ville ou pas d'ailleurs, quand on fait des travaux de réhabilitation, il faut savoir qu'on est soumis à l'assurance décennale pour les entreprises. Donc à partir de là, je pense qu'il faudrait imposer un diagnostic structure, voilà, déjà avant les travaux. Et ensuite, peut-être sur tous ces bâtis anciens de centre-ville, avoir peut-être, dès qu'il y a une mise en copropriété, ou alors imposer un nombre d'années, peut-être 10 ans, peut-être 15 ans, je ne sais pas, pour pouvoir faire un diagnostic obligatoire.
sur tous ces bâtiments. Est-ce que du coup, vous seriez prêt à travailler avec d'autres structures, hein, je pense, si on pouvait mobiliser le CSTB là-dessus, voire des Bien sûr. syndicats aussi d'ingénierie, hein, qui pourraient être invités autour de table. Alors, je suis prête depuis plus de 15 ans, puisque j'écris, comme vous l'avez dit, justement après, au président de la République respectif, au ministre du Logement, donc prête à faire ce tour de table. Effectivement, il faut être plusieurs pour avoir chacun son point de vue, partager ses points de vue pour arriver enfin à avoir ce diagnostic structure qui soit légiféré en France. Très bien. Merci Dominique de nous avoir accordé quelques minutes de votre précieux temps, puisque vous êtes par Mons et par Vaux. On vous suit sur LinkedIn Oui. sur les différentes missions que vous avez. Je vous dirais aussi que j'en toucherai quelques mots à Yannick Hainouch, qui est le nouveau président de la Chambre du diagnostiqueur de la SNAIM, qui sera qui va venir inaugurer avec nous la place de la santé environnementale sur le salon. Merci Dominique. À bientôt. Au revoir. On a fait effectivement l'interview de Dominique Bossuge il y a une semaine, hein, suite à l'écroulement des immeubles lillois. Donc on va parler un petit peu de ça, en recadrant non pas sur la procédure judiciaire, bien entendu, mais sur la notion même de diagnostic structure et à quel moment ce diagnostic structure, déjà aujourd'hui, il est obligatoire dans certains cas, mais dans les cas où il ne serait pas obligatoire, quel est l'intérêt de faire un diagnostic structure? Bien sûr, par rapport à la question de la santé environnementale et donc de l'ensemble des diagnostics qui vont être faits pour la rénovation énergétique. Alors, bonjour Jean-Michel. Bonjour. Alors, Jean-Michel Cucalon, donc je suis le directeur du bureau d'études CIMEO. CIMEO, c'est pour dire Centre d'ingénierie pour la maintenance et l'expertise des ouvrages. On réalise différentes missions d'études structurelles, mais aussi d'études des matériaux de la construction pour préciser les capacités et l'état des existants. Et dans le cadre d'expertise judiciaire aussi, on intervient en tant que sapiteur pour apporter des réponses sur les raisons du sinistre, du problème. Donc, cette question des diagnostics structures, aussi bien en expertise judiciaire qu'en expertise civile classique ou bien d'assurance ou de toute façon dans le cadre de la préparation des chantiers, puisque bien entendu, on fait ça pour la préparation des chantiers. On va aborder deux volets. L'intérêt aujourd'hui, est-ce qu'il y a des exemples qui nous prouvent que dans les bâtiments anciens, on aurait un intérêt, à l'occasion de la rénovation énergétique, d'essayer de faire un audit structure, profitant, on en parlait ce matin avec Christophe Demey d'Infodiag, profitant de la rénovation énergétique, notamment par l'intérieur dans les immeubles lillois, où on pourrait du coup dégager tous les revêtements des sols, des murs et des plafonds pour avoir un aperçu global de la structure sans forcément se lancer dans la démolition. Ça s'apparente quasiment à un diagnostic curage, c'est-à-dire on va curer tout ce qui est superficiel et conserver la structure à l'occasion de la rénovation énergétique. Est-ce que ça pourrait être une piste intéressante pour améliorer la connaissance du bâti par les ingénieurs structure? Oui, bien sûr, il y a un intérêt. La première raison déjà, c'est que il faut rappeler qu'un ouvrage, une construction, un immeuble, il est un peu comparable à l'espérance de vie d'un homme, hein. Un ouvrage qui atteint 100 ans, c'est déjà beaucoup en fait. Donc, avec le temps, les propriétés peuvent évoluer. Et puis surtout, avec l'ensemble des travaux qu'a pu subir une construction, le fonctionnement du départ a pu être fortement modifié. Et toute la difficulté, c'est un petit peu comme si en effet que votre médecin voulait vous ausculter et que vous allez rester habillé. On a la même chose dans les immeubles. Ce qui est essentiellement refait, c'est l'habillage. Donc, tant que l'habillage est présent, on ne voit pas tout. Donc, c'est sûr que lorsqu'un curage est fait, là, on peut vraiment apprécier toutes les modifications de la structure, l'état des matériaux et cibler très souvent en fait des problématiques liées aux modifications, sans vouloir dire que c'est non plus à chaque fois la raison. Aussi, très souvent dans les centres-villes, les aménagements des commerces apportent énormément de modifications. Il y a rarement d'études poussées, en tout cas, très souvent, on se limite à justifier un profilé pour couper un morceau de mur, pour ouvrir des pièces. Mais on oublie aussi que quand on supprime un mur, on modifie aussi le comportement des fondations et qu'on va reconcentrer des efforts qui vont pouvoir traduire derrière aussi des mouvements et
et des modifications de la structure. Voilà, donc on comprend bien que à chaque fois, bien sûr, on a les balcons aussi, hein, récemment, ça tombe, je pense que les balcons, c'est aussi récurrent. Les balcons très anciens, comme des balcons très récents, hein, des années 80 en béton, et des balcons en pierre, qui effectivement présentent aussi des structures. Notamment, je rappelle toujours que le jour de la marche blanche suite à l'effondrement des immeubles de la rue d'Aubagne, au moment où la manifestation est passée devant un immeuble vétus à 500 mètres de là, à 50 mètres du commissariat de la police de Noailles, bien connu des Marseillais. Il y a un effondrement, il y a un morceau de balcon qui est tombé en plein milieu de la manifestation. Donc ça a ajouté au camp un froid. Il y avait donc plusieurs immeubles concernés. Et après, depuis, on sait très bien que sur Marseille, c'est des centaines d'immeubles qui ont bénéficié d'un audit de structure et qui sont, pour certains, difficilement réaffectables sans des travaux lourds. Parce que bien sûr, tous les immeubles s'appuient les uns sur les autres aussi. Les fondations, c'est pareil. On a des fondations qui sont du même gabarit. S'il y a un qui commence à s'effondrer parce que les fondations sont défectueuses, on peut penser qu'effectivement, il y a tout un îlot qui peut être concerné. Et là, on voit que la rue d'Aubagne, l'effondrement a provoqué quelque chose qui était déjà connu, puisque les arrêtés de péril se succédaient. Voilà, donc on va pas rentrer plus on va pas faire la polémique là-dessus. Ceci dit, je rappelais sur Lille et sur Douai, on parlait que Douai, effectivement, il y a eu aussi un arrêté et une prévention. Les arrêtés préventifs, c'est bien. Est-ce qu'effectivement, il faut aller plus loin? Est-ce qu'il faut imposer un certain nombre de choses, notamment à l'occasion de la vente? Est-ce que le diagnostic structure pourrait être, pour tout un chacun, imposé au moment de la vente? Et deuxième question, est-ce que ça pourrait être imposé au moment ce qu'on pourrait émerger, un permis de rénover? Est-ce que l'intérêt d'un permis de rénover peut être intéressant? Et est-ce que du coup, on pourrait imposer un diagnostic structure à l'occasion de la vente? Alors, imposer un diagnostic structure, ça a du sens parce qu'on peut quand même se dire que potentiellement, on fait quand même l'acquisition d'un bien sans savoir quelles sont ses performances. Aujourd'hui, quand vous achetez une voiture, vous avez l'obligation d'avoir un contrôle technique qui a une période, enfin un délai limité, pour vous assurer qu'il fonctionne parfaitement. L'achat d'un immeuble n'est pas comparable à celui d'une voiture, donc on pourrait se dire qu'il paraît d'autant plus important. Quand après l'obligation d'effectuer des travaux, ouais, c'est une bonne question. Ça veut surtout dire que oui, ce que le diagnostic va permettre de poser, ou plutôt d'identifier, c'est un problème. Donc en effet, forcément, après l'identification, vient la question de l'action, de ce qui est à mener. Moi, je dirais que c'est censé être un petit peu comme les diagnostics amiantes. On achète en connaissance de cause, mais aussi après, en fonction de ce qui a été identifié, il y a très certainement aussi des diagnostics qui demain mettraient en avant le fait qu'il y a des situations, des ouvrages qui sont instables et sur lesquels il y a des actions immédiates à réaliser. Ça peut provoquer effectivement des retards dans les ventes, hein, dans les immeubles, mais comme on l'a dit, et je retiendrai ce qui était juste avant, c'est intéressant, nos amis hollandais qui venaient montrer un petit peu leur procédé, mais Karl a posé la question en Hollande, c'est demandé, c'est par rapport à l'amiante, hein, c'est demandé, mais c'est pas forcément obligatoire. Le direct vente, comme c'est aujourd'hui, rentre obligatoire pour la Belgique, je rappelle, pour la Flandre, donc la partie flamande de la Belgique, impose à partir de ce matin l'obligation de fournir une attestation de. Alors, amiante sûre. Alors, il y a des jeux de mots. Hein. Amiante sûre, ça veut dire est-ce qu'il est sûr qu'il y a de l'amiante ou pas? Non, c'est bâtiment sûr. C'est un bâtiment sûr en amiante. Donc, ça veut dire que amiante sûre, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais ça veut dire qu'on sait où il y en a et c'est pas en mauvais état. Amiante sûre. Et l'amiante non sûre, ça veut dire que qu'on ne sait pas. Et donc, amiante non sûre, ça va être compliqué. C'est qu'il y a beaucoup de risques. Alors, il y aura certainement, il faut un amiante sûr, et pour pouvoir vendre un bâtiment. Et même ceux qui ne sont pas vendus, au bout d'un certain temps, il faudra quand même qu'ils détestent. Alors, c'est l'histoire du DTA, c'est-à-dire qu'on prend le problème à l'envers, on fait effectivement la vente, et puis après, au bout d'un certain temps, de toute façon, même si ça n'a pas été vendu, si ça fait 50 ans qu'il est dans la même famille, du coup, il faudra quand même qu'il fasse un diagnostic. Et ils reprennent cette idée de bâtiment honnête. En France, on appelait ça bon père de famille. On n'a plus le droit de le dire depuis le mois d'août 2014. Il faut dire bâtiment raisonnable, hein, pour simplement le problème d'équité dans les genres. Hein. On ne peut pas dire bon père de famille, on ne dit pas bon père et bonne mère, donc on va dire raisonnable. Bon, voilà. Est-ce que du coup, le bâtiment honnête, c'est-à-dire où on est honnête, on sait un certain nombre de choses, on ne peut pas tout savoir, mais voilà ce qu'on doit savoir et dans ce qu'on doit porter à connaissance de l'acquéreur. Hein. Le bâtiment honnête, c'est quelque chose qu'on pourrait effectivement retenir de ce salon,
qui va de toute façon arriver en Belgique. Un dernier mot, puisqu'on est quand même sur une dimension de diagnostic maîtrise d'œuvre. Est-ce qu'effectivement les bureaux d'ingénierie ont un scrupule ou pas pour faire un diagnostic et après passer en maîtrise d'œuvre? Est-ce que c'est quelque chose qui est courant ou est-ce qu'il y a un interdit, celui qui fait le diagnostic ne pourra pas faire la maîtrise d'œuvre? C'est pas forcément courant. Chez Simeo, ça fait partie de notre organisation. Nous, on dit qu'il y a un sens, il y a une logique de la continuité du diagnostic par une mission de maîtrise d'œuvre. Il n'y a aucune obligation, hein. Ça va surtout venir du demandeur, du client. Mais on peut quand même se dire qu'il y a un intérêt à ce que le bureau d'études qui a mené le diagnostic suive derrière la maîtrise d'œuvre de réparation, tout simplement parce qu'il connaît déjà le dossier, il a déjà donné les principes de réparation. Donc, on peut quand même se dire qu'il y a un gain de temps, il y a une meilleure maîtrise de ce qui a été défini. Et puis pour le client, malgré tout, pour lui, il y a un seul interlocuteur. Donc pour lui, les risques sont aussi limités, du moins les responsabilités. Au niveau de l'assurance des bureaux d'ingénierie, il n'y a pas de scrupule à avoir une mission complète qui démarre par un diagnostic et continue par une maîtrise d'œuvre. Donc voilà, on voit bien que, et ça c'est depuis longtemps, hein, les architectes c'est pareil, je le rappelais dans la loi MOP, la mission DIA, c'est connaître le bâtiment, elle n'est pas obligatoire, hein, elle est rajoutée à la mission de base normale, mais bon, quand il y a besoin vraiment d'une mission DIA, structure et polluants du bâtiment, d'autres choses, hein, des parasites, etc. Il y a moyen de connaître ce bâtiment. Quand on fait une réhabilitation, je parle bien même de rénovation, mais surtout de réhabilitation, on va engager quand même des travaux qui vont dépasser 80% du montant de la valeur vénale. On se retrouve effectivement avec une obligation d'assurance décennale. On a quand même intérêt à connaître ça. Alors, c'est dans la loi MOP. Bon, voilà, c'est la loi du marché public. En privé, c'est rarement le cas. On a rarement les moyens de faire un diagnostic complet. On dit, bon, si ça tient depuis 50 ans, si tu vois ce que je veux dire, on a un immeuble qu'on connaît bien où on nous a dit, ça fait 60 ans que ça tient, donc a priori, il n'y a pas de raison que ça tombe. Et puis là, on a 2 immeubles de Lille qui ça fait effectivement plus de 100 ans ou 150 ans qu'ils s'étaient construits et puis ils s'effondrent. Donc on voit bien le contrepoint, c'est que, oui, c'est a priori, plus c'est vieux, plus ça va se dégrader. Et je pense qu'on peut parler aujourd'hui, donc Dominique Bossu, je parle de ça, hein, d'immeubles cercueil, où on aura mis beaucoup des poignées en or, de l'acajou en surface, et puis peut-être à l'intérieur, le bâtiment est complètement pourri. Alors un petit mot pour conclure. Juste un dernier petit mot, parce qu'en effet, ce qui vient d'être dit est important. C'est souvent une démonstration qui nous est faite du si ça tient, c'est que c'est bon. Et là-dessus, on rappelle quelque chose d'assez simple à comprendre, c'est que soutenir ça, ça revient à définir que la notion d'écroulement, d'effondrement ne peut pas exister, hein, parce que tout ce qui s'est effondré, tout ce qui s'est écroulé, la veille tenait. Donc ça, c'est une information importante. Très bien. Donc je pense que Dominique Bossu, je ne sais pas si elle nous écoute, mais elle nous prendra certainement en replay. Voilà, on rajoute effectivement un petit peu de l'eau à son moulin et on est bien entendu. Et je pense que avec les syndicats de bureaux d'études et de d'ingénierie, et y compris du coup des bureaux particuliers, on pourra, s'il faut, soutenir une proposition et étayer, quitte si on a un rendez-vous dans les différentes autorités, que ce soit national ou que ce soit déconcentré, avoir effectivement un point de vue sur ça. Merci Jean-Michel, bon salon et à très bientôt.